Bonjour à toutes et à tous. Vous nous retrouvez sur Télé Djibouti pour votre édition du 15h, dont tels sont les principaux faits. Le gouvernement djibouti a procédé ce matin au lancement officiel du projet d'appui à la gouvernance économique et financière, PAGEF, une initiative majeure financée par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. La Coupe du Monde 2026 s'ouvre à Azteca avec une cérémonie grandiose avant le match Mexique-Afrique du Sud. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Une nouvelle étape s'ouvre avec la modernisation de l'État et le renforcement de la gestion des finances publiques à Djibouti. Ce matin, à El Agant Hotel, le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier de lancement du projet d'appui à la gouvernance économique et financière PAGEF, une initiative ambitieuse destinée à transformer en profondeur la gestion des finances publiques du pays. Doté d'un financement de 20 millions de dollars sous forme d'un don accordé par la Banque mondiale, la République djibouti, le PAGEF s'étendra sur 4 ans et s'articulera autour de 4 composantes majeures. Son ambition est claire, mieux mobiliser la recette publique, améliorer l'efficacité des dépenses de l'État et renforcer ainsi la qualité des services rendus aux citoyens. Le projet repose d'abord sur un constat lucide. Les recettes fiscales représentent aujourd'hui 11,3% de PIB, un niveau en recul depuis 2010 et inférieur à la moyenne observée en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la chaîne de la dépense publique demeure fragmentée par 2 plateformes non intégrées, tandis que la transparence et le suivi des entreprises publiques restent perfectibles. Sur les 82 entreprises publiques qui comptent le pays, les mécanismes de reddition des comptes nécessitent encore d'importants efforts de renforcement. Face à ces défis, le gouvernement a fait un choix d'une réforme structurée inscrite dans la vision Djibouti 2035 et soutenue par un cadre institutionnel validé par décret présidentiel. Le premier chantier du PAGEF concerne le renforcement de l'administration fiscale à travers l'optimisation des mécanismes de collecte, la consolidation des capacités de direction générale des impôts et la création d'une unité de politique fiscale. La deuxième vise à la modernisation du système de gestion financière de l'État, notamment par la réimplantation de la plateforme Oracle et l'accélération de la numérisation des services publics. Les ressources publiques, la transparence de l'action de l'État et par là même la qualité du service rendu aux citoyens. Le plan ADEG 2025-2030 traduit concrètement cette ambition. Il place au cœur de ses priorités une économie résiliente, un capital humain renforcé, une transition écologique maîtrisée et en filigrane de chacune de ces priorités, une gouvernance publique modernisée et responsable. La bonne gouvernance n'est pas une fin en soi, c'est le socle sur lequel reposent tous les autres investissements du développement. Et dans son intervention, le secrétaire exécutif des réformes des finances publiques déclare le PAGEF constitue avant tout un levier stratégique destiné à accélérer la modernisation et l'administration financière et à renforcer donc l'efficacité des réformes engagées par l'État. On l'écoute. Ces évaluations ont également révélé certaines marges de progression qui atteignent la portée des performances globales des systèmes de gestion des finances publiques, parmi lesquels on peut noter le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de la programmation pluriannuelle des dépenses, la consolidation de la gestion de la trésorerie et de la dette, le développement des systèmes d'information intégrés et le renforcement des contrôles internes et externes avec l'accroissement de la participation citoyenne au processus budgétaire. Les conclusions de PEFA ont ainsi servi de fondement à l'élaboration de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Orientée sur les orientations de la vision Djibouti 2037, cette stratégie trace une feuille de route ambitieuse visant à moderniser la gestion des finances publiques, à renforcer la transparence et la recevabilité et surtout accroître l'efficacité de l'action publique. C'est dans cette dynamique de consolidation des acquis et d'accélération des réformes qui s'inscrit dans les projets PAGEF. Toutes ces réformes, il faut le reconnaître, suscitent inévitablement des appréhensions et des résistances.
Max Weber l'observait déjà lorsqu'il écrivait « Les réformes se heurtent souvent à des résistances ». Cette réflexion conserve aujourd'hui toute sa pertinence, car les changements remettent en question des pratiques établies et exigent des efforts d'adaptation avant que ces bénéfices ne deviennent pleinement visibles. Dans ce contexte, la réussite du projet PAGEF ne saurait dépendre uniquement des ressources financières mobilisées, ni de la qualité des outils et procédures mis en place. Ces éléments constituent certes des leviers indispensables, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir le succès d'une telle réforme. Certes, un mécanisme de conduite des changements et de communication est prévu dans le cadre du projet afin d'accompagner la mise en œuvre des réformes et de favoriser leur compréhension par les parties prenantes. Toutefois, l'efficacité de ces dispositifs dépendra largement de deux paramètres substantiels et essentiels qui devront les soutenir et les renforcer. Toutefois, l'ampleur de la diversité des réformes de la gestion des finances actuellement conduites au sein des différents départements ministériels, souvent à travers plusieurs unités de gestion des projets et des programmes, plaide en faveur d'un renforcement de la coordination interinstitutionnelle. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a quant à lui souligné l'importance de ce projet dans la consolidation des équilibres budgétaires et le renforcement de la mobilisation des ressources nationales au service du développement du pays. Écoutons le ministre de l'Économie. Il est dit que le principal risque d'une réforme n'est pas l'insuffisance des ressources ou des moyens, mais c'est l'absence d'appropriation. Je pense que tous les cadres, le haut cadre des différents départements concernés par la question des finances publiques sont ici aujourd'hui présents. Si, ensemble, nous ne nous approprions pas cette réforme, nous ne réussirons pas, nous ne la réussirons pas malheureusement. Cette appropriation, elle est clé pour le succès de cette réforme. Et cette réforme est extrêmement importante pour le futur de Djibouti. Vous n'êtes pas sans savoir que les ressources vont manquer de plus en plus quand il s'agit de ressources extérieures. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte extrêmement délicat. Je parle d'un point de vue global, international. Et c'est vrai pour nous à Djibouti également. Notre performance fiscale, même quand elle est mal expliquée, parce qu'il y a eu un rebasement de notre PIB il y a quelques années de cela, et bien naturellement le taux, le pourcentage en termes de pression fiscale a baissé, mais en réalité, ce n'est pas une baisse qu'il y ait une contre-performance. En disant cela, depuis ce temps, nous étions normalement censés relever ce taux de pression et de gagner en performance fiscale. Nous ne l'avons pas encore, malheureusement. Nous savons nos points de faiblesse. Vous êtes beaucoup plus experts que moi, certainement. En tout cas, dans cette salle. Vous connaissez mieux ce sujet. Comment faire maintenant pour redresser cela? Parce qu'il y a un impératif. L'impératif, c'est de mobiliser des ressources domestiques d'abord et avant tout. Ensuite, nous cherchons les ressources extérieures. Nous les cherchons, ces ressources, pas sous la forme ni de dons, ni de prêts, mais surtout sous la forme d'investissement. Et les investissements ont besoin de visibilité.
ont besoin de clarté, ont besoin de sérieux, ont besoin de bonnes politiques publiques bien exécutées avec une programmation budgétaire des finances publiques en cohérence avec les ambitions de notre vision, de la vision du chef d'État. De son côté, le ministre du Budget a mis l'accent sur les avancées attendues en matière de gestion des dépenses publiques, de transparence budgétaire, de modernisation des outils de pilotage de l'action gouvernementale. Écoutons le ministre du Budget. Ce projet marque un moment historique de notre politique budgétaire. C'est le point de départ de la mise en œuvre de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques à horizon 2030, adoptée par le gouvernement pour moderniser durablement la gestion des ressources publiques, renforcer la transparence et la redevabilité de l'action publique et surtout améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Cette stratégie constitue le cadre de référence de l'ensemble des réformes des finances publiques. Elle permet de fédérer et de coordonner les interventions des partenaires techniques et financiers autour d'une même ambition, d'une même vision, d'un même plan d'action et d'un même dispositif de gouvernance garantissant ainsi une mise en œuvre plus cohérente et plus efficace de nos réformes. À ce titre, je tiens à saluer l'engagement constant de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette démarche depuis sa conception. Et aujourd'hui, je salue tout particulièrement la Banque mondiale qui, au-delà de son appui à l'élaboration de la stratégie des réformes, a assuré la coordination de la mobilisation des appuis nécessaires à sa mise en œuvre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le PAGEF constitue le premier jalon d'une transformation ambitieuse de notre gouvernance économique et financière en engageant les réformes prioritaires visant à créer les conditions d'une meilleure mobilisation des ressources publiques, d'une gestion plus efficace des dépenses et d'une administration davantage tournée vers le numérique et le résultat. Au cœur de cette transformation se trouve un changement de paradigme, une bascule majeure, le passage d'une gestion budgétaire centrée sur les moyens à une gestion fondée sur les performances et le résultat. Désormais, la performance de notre action budgétaire ne s'appréciera plus uniquement à l'aune des montants dépensés, mais également à travers les résultats obtenus et les améliorations concrètes apportées à nos concitoyens. Président de la cérémonie de lancement, le Premier ministre rappelle que le PAGEF s'inscrit pleinement dans la vision de Djibouti 2035, traduisant ainsi la volonté du gouvernement à bâtir une administration publique plus performante, plus transparente et davantage tournée vers les besoins du pays. Mesdames et Messieurs, le lancement du PAGEF intervient à un moment décisif face aux défis économiques, budgétaires et technologiques auxquels sont confrontés tous les États. La qualité de la gouvernance publique est devenue une condition essentielle du développement. Dans ce contexte, la réforme des finances publiques constitue un levier stratégique de développement dont les principes fondamentaux sont la transparence, la redevabilité, principes selon lesquels les acteurs doivent rendre compte de leurs actions, l'efficacité des dépenses publiques et la lutte contre la corruption. J'insiste fondamentalement sur ces points car ils permettent donc de garantir une meilleure mobilisation des ressources nationales, une allocation plus efficace des dépenses publiques et une plus grande redevabilité envers les citoyens. Le PAGEF s'inscrit pleinement dans cette dynamique
Il constitue l'un des premiers projets opérationnels de mise en œuvre de la stratégie de réforme de gestion des finances publiques 2024-2030 adoptée par le gouvernement. Mais au-delà de ces objectifs propres, le PAGEF porte une ambition plus profonde, celle de construire une administration plus performante, plus efficace et plus proche des citoyens. Il est ainsi le précurseur d'un programme national de réformes beaucoup plus vaste qui sera progressivement soutenu par les partenaires au développement déjà engagés aux côtés du gouvernement. Mesdames et messieurs, la réussite de cette réforme exige un leadership fort et dépendra avant tout de nos capacités de travailler ensemble. Il s'agit d'une œuvre collective qui requiert l'engagement des administrations concernées, la mobilisation de nos partenaires techniques et financiers, l'implication des institutions de contrôle et des acteurs du secteur privé, de la société civile et surtout l'appropriation des réformes par des femmes et des hommes qui le mettront en œuvre au quotidien. Notre objectif est clair, bâtir une administration moderne, plus transparente et plus performante, capable d'accompagner les transformations de notre pays et répondre aux attentes légitimes de nos citoyens. Ainsi, au-delà des systèmes de procédures, le véritable succès du PAGEF se mesurera à sa capacité de transformer l'action publique, une administration plus réactive, des services publics plus accessibles au service des administrés et de meilleure qualité, une gestion des ressources publiques plus transparente et plus responsable. Et de là, nous partons pour l'hémicycle. Ce jeudi 11 juin 2026, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dileta, a accordé une audience à l'ambassadrice fédérale d'Allemagne, Dr. Henk Fuller, dans le cadre d'une visite de départ. Durant cette rencontre, les deux responsables ont fait le point sur la qualité des liens qui unissent les deux pays. C'est l'occasion du président du Parlement qui a mis en avant la trajectoire favorable des rapports entre les deux pays tout au long de cette mission, réitérant l'engagement de Djibouti à consolider ce partenariat fondé sur la réciprocité et l'intérêt commun. De son côté, Dr. Henk Fuller a exprimer sa profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa constante disponibilité durant l'exercice de ses fonctions. Au terme de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a tenu également à rendre hommage à l'action menée par l'ambassadrice en faveur du rapprochement des deux pays et deux nations, dont lui adressant ainsi ses vœux de plein réussite dans la suite de sa carrière. Une tournée de prise de contact, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Redouane Abdellahi Bahadon, a effectué ce matin une visite au laboratoire national d'analyse alimentaire appelé l'ANA. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les établissements placés sous sa tutelle et son département, il était accompagné par le secrétaire général, M. Ibrahim Admi. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général du l'ANA, Hassan Kamil Ali, ainsi que le cadre du personnel de cette station stratégique chargée de veiller à la sécurité sanitaire des aliments de notre pays. La visite a débuté par une tournée de différents laboratoires où sont réalisées les analyses microbiologiques et physico-chimiques des denrées alimentaires. Le ministre a pu constater le travail minutieux accompli quotidiennement par les techniciens et spécialistes du laboratoire pour contrôler la qualité des produits alimentaires importés avant leur mise sur le marché. Cette étape qui a permis de mettre en lumière le rôle essentiel du l'ANA dans la protection de la santé des consommateurs à travers le contrôle sanitaire des denrées alimentaires au port et à l'aéroport international et aux différents points d'entrée du territoire. Le ministre a ensuite s'est rendu dans la salle de réunion où une présentation détaillée de la session lui a été faite par le directeur général. Celui-ci a exposé les missions des laboratoires, notamment les analyses des aliments et des eaux
de contrôle de la qualité des produits destinés à la consommation ainsi que l'accompagnement des opérateurs économiques dans le respect des normes. Cette visite qui a permis au ministre de mieux appréhender les défis et les réalisations ainsi que les perspectives de cette institution qui s'impose comme un acteur incontournable de la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs. Également dans cette édition de ce 15h à l'approche des festivités du 49e anniversaire de l'indépendance de la République Djibouti, les préparatifs s'intensifient afin d'offrir à la population un programme à la hauteur de cet événement historique. Dans cette perspective, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussaïe, ainsi que la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdellah, ont tenu une réunion de travail au siège du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette rencontre stratégique a réuni les responsables, les cadres des deux départements ministériels dans le but de coordonner les actions et entreprendre de définir les grandes orientations des célébrations du 27 juin. Les échanges ont notamment permis sur l'élaboration d'un programme d'activités riches et variées mettant à l'honneur la jeunesse djiboutienne à travers des manifestations culturelles et artistiques et sportives. Dans un esprit de concertation et de complémentarité, les deux délégations ont examiné les différentes propositions d'animation et de passer en revue les modalités organisationnelles de cet événement prévu à l'occasion d'une importante commémoration, celle de l'indépendance nationale. À l'issue des discussions, les deux responsables ont convenu de mettre en œuvre un calendrier commun d'activités sportives et culturelles, traduisant leur volonté de renforcer la synergie entre les deux institutions respectives et favoriser une participation active de la jeunesse djiboutienne. Et à quelques mois de la tenue de la mission économique de la francophonie à Djibouti, les acteurs du secteur privé se mobilisent pour saisir les opportunités qu'offre cet important rendez-vous économique international. À cette dynamique, une réunion d'information consacrée à la mission économique de la francophonie s'est tenue ce jeudi à la Chambre de commerce de Djibouti, en présence de nombreux chefs d'entreprise, entrepreneurs, opérateurs économiques et représentants d'organisations professionnelles. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les enjeux et les opportunités ainsi que les perspectives liées à cet événement majeur qui se déroulera à Djibouti du 6 au 8 octobre 2026 prochain. Organisé avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et de la Chambre de commerce de Djibouti, cette mission vise à renforcer les échanges économiques et stimuler les investissements économiques ainsi que promouvoir les partenariats d'affaires entre les pays membres de l'espace francophone. Au cours de la séance, les participants ont été informés sur les modalités de participation ainsi que du programme prévu comprenant des rencontres B2B, forums d'affaires, des expositions sectorielles et des sessions de réseautage destinées à favoriser les opportunités commerciales et la création de partenariats stratégiques. Les chefs d'entreprise et entrepreneurs présents ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une opportunité unique. Et à cette occasion, et pour plus d'éclairage, je vous propose de suivre l'intervention du président de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les opportunités qui s'offrent aux entreprises djiboutiennes à travers la tenue de la 7e mission économique organisée par l'OIF à Djibouti du 6 au 8 octobre 2026. Après 6 éditions organisées avec succès dans différents pays et régions de l'espace francophone, l'Organisation internationale de la francophonie poursuit son engagement en faveur d'une francophonie économique ambitieuse, innovante et inclusive en choisissant la République de Djibouti pour abriter la 7e édition. Ce choix donc reflète la confiance, la reconnaissance de notre pays comme plateforme d'échange et d'investissement. C'est une occasion unique pour les entreprises djiboutiennes d'accroître leur visibilité, de développer leur réseau d'affaires, d'accéder à de nouvelles opportunités de coopération disponibles au sein de l'espace économique francophone. Cette mission qui réunira des entreprises, des investisseurs
des institutions de financement, des organisations d'appui au secteur privé, ainsi que des décideurs économiques provenant de nombreux pays de la francophonie revêt d'une grande importance pour le secteur privé djiboutien. À travers cette émission, Djibouti confirme son engagement en faveur de l'intégration économique renforcée d'un climat propice aux affaires. Écoutons à présent la ministre de l'Édition aux investissements. Du 6 au 8 octobre prochain, notre capitale aura le privilège d'abriter au sein de Djibouti Palace Kempinski, la mission économique et commerciale de la francophonie. Cette rencontre internationale s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République qui œuvre à faire de Djibouti un hub régional incontournable des échanges et des investissements. Grâce aux réformes engagées et aux investissements structurants, Djibouti dispose aujourd'hui d'atouts qui lui permettent de se positionner comme une plateforme privilégiée des investissements et d'affaires. Mesdames et messieurs, afin de conférer à cette mission une efficacité optimale et de répondre aux ambitions de notre feuille de route nationale, 5 filières stratégiques ont été retenues, à savoir les transports et logistiques, les énergies renouvelables, l'économie numérique, la santé, ainsi que le tourisme durable. Et depuis 2 jours, on a souhaité ajouter à notre secteur l'agribusiness. Les autres secteurs auront également leur place pour échanger avec les partenaires d'affaires et financiers sur leurs projets d'investissement lors des B2B qui se tiendront durant ces jours d'événements. Et chacune de vos entreprises, de la jeune pousse innovante au groupe d'envergure nationale, détiennent une part de l'excellence qui nous appartient de projeter lors de ces rendez-vous. Mesdames et messieurs, la réussite d'un tel rassemblement international repose sur l'engagement sans réserve du secteur privé local. Et clôture d'un programme d'appui à la société civile entre la République Djibouti et le partenariat de l'Union européenne. Le programme d'appui de la société civile PASOK, réalisé en partenariat entre la République Djibouti et l'Union européenne, a été officiellement clôturé ce matin à l'hôtel Kempinski Palace. Lancé en 2025, ce programme avait pour objectif d'accompagner le gouvernement de Djibouti dans l'établissement d'un cadre institutionnel, juridique et technique propice à la structuration des organisations non gouvernementales et leur participation active dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Cette cérémonie de clôture par le secrétaire général du gouvernement en présence de plusieurs personnalités, dans le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le secrétaire général au ministère de la Primature, ainsi que la représentante de l'Union européenne au cours de la mise en œuvre du PASOK, a signification renforcer les capacités des organisations des sociétés civiles, leur permettant ainsi de mieux contribuer à la gouvernance locale et au développement communautaire, ainsi que la participation citoyenne. Le programme vise également donc à soutenir l'harmonisation du cadre légal régissant cette organisation. Durables du développement sont accompagnés des interventions de type catalyseur. Des interventions de type catalyseur qui contribuent à créer, au-delà des résultats des projets, un impact. Et c'est un excellent exemple car, comme vous savez, les organisations de la société civile sont des partenaires essentiels pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des populations, qui contribuent ainsi à réduire des inégalités et permettent de respecter l'engagement de l'agenda 2030, de ne laisser personne de côté. Et à présent, nous allons suivre l'intervention du secrétaire général auprès du ministère de l'Intérieur, Souleymane Moumi-Roblé, pour son intervention pour cette journée de clôture. L'assistance technique de PASOK a travaillé en étroite collaboration avec notre ministère, aussi bien dans les différents diagnostics réalisés que dans les travaux d'élaboration des projets, des lois relatives au cadre légal des organisations de la société civile. À ce titre, les acquis du PASOK s'inscrivent pleinement dans les perspectives définies par la vision Djibouti 2035 du président de la République
ainsi que le plan national de développement ADEC 2025-2030, qui accorde une place centrale à la modernisation de l'action publique, au renforcement des capacités institutionnelles et l'amélioration de la gouvernance. La clôture du PASOK ne doit pas être regardée comme un aboutissement, mais comme une étape. Les acquis de ce programme doivent désormais être consolidés, pleinement appropriés et prolongés par les institutions nationales. Le ministère de l'Intérieur demeure pleinement engagé dans cette dynamique aux côtés des autres institutions compétentes afin de poursuivre l'amélioration du cadre applicable aux organisations de la société civile. Et dans son intervention, le secrétaire général à la primature déclare que c'est un exemple de partenariat que lie Djibouti à l'Union européenne. La restitution du diagnostic que nous examinons aujourd'hui intervient à un moment déterminant. Elle nous rappelle qu'une réforme législative ne se mesure pas uniquement à la qualité de son texte. Elle répond surtout à sa capacité à produire des résultats concrets au bénéfice des citoyens, surtout les plus vulnérables. Le diagnostic réalisé met en évidence une réalité claire, la réussite de cette future loi. Il exige un renforcement des capacités institutionnelles, une modernisation des outils administratifs et numériques, ainsi qu'une meilleure coordination entre les administrations publiques et les acteurs associatifs. La création d'un registre national des associations, la digitalisation des procédures, le renforcement des compétences des préfectures et l'amélioration des mécanismes de gouvernance. Il s'agit d'autant de leviers indispensables pour garantir une mise en œuvre efficace, transparente et équitable de cette réforme. Distingués invités, au-delà des aspects techniques, cette réforme porte une ambition plus large, bâtir une relation de confiance durable entre l'État et la société civile. Une société civile dynamique, organisée et responsable constitue un acteur essentiel de la cohésion sociale, de la participation citoyenne et de l'accompagnement des politiques publiques. Notre responsabilité collective est de lui offrir un environnement juridique moderne, lisible et adapté aux réalités de notre temps. Et enfin, nous verrons le secrétaire général du gouvernement qui déclare dans son intervention que le projet PASOK a permis d'atteindre des jalons importants dans le cadre d'une modernisation de la gouvernance et le renforcement de la participation citoyenne. Réunis dans le cadre de cet atelier de restitution, je souhaiterais que nous puissions profiter de cette réunion afin de tirer ensemble les enseignements de ce projet et du travail collectif qui a été accompli. Un travail fondé sur un principe simple, mais pourtant fondamental, basé sur le lien entre la qualité d'une loi et l'effectivité de cette dernière. C'est dans cette démarche que s'est inscrit le PASOK, et c'est cette démarche qui nous anime et qui nous porte aujourd'hui, afin de rendre le droit plus lisible et afin de le rendre plus accessible. Mesdames et messieurs, c'est toujours dans cet état d'esprit que nous comptons également mettre en œuvre l'élaboration d'un guide officiel de légistique djiboutien. Vous avez parlé donc de la nécessité de mettre en place un cadre normatif. C'est sur ce cadre normatif que nous travaillons. Ce guide, qui sera le premier du genre, sera ancré sur notre droit, adapté à notre organisation administrative, et ce guide couvrira l'ensemble du cycle normatif de la conception initiale d'un texte jusqu'à sa publication au journal officiel. Il fixera des exigences qui sont communes, de clarté, de précision et de prévisibilité. Mesdames et messieurs, je souhaiterais donc conclure sur ce qui me paraît essentiel. L'ensemble des départements représentés ici, et en particulier la primature, représentée par le secrétaire général de la primature, mais aussi l'Assemblée nationale, sont les co-auteurs et les garants des réformes qui nous engagent et ils nous invitent donc à œuvrer de manière coordonnée. Et sur ces propos du secrétaire général du gouvernement, l'appel et la prière. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de ce journal. Dialogue de haut niveau sur le suivi
et l'évaluation des politiques publiques relatives aux violences basées sur le genre. La Commission nationale des droits de l'homme, le CNDH, en collaboration avec l'Assemblée nationale, organisé à l'hôtel Premier Best Western de Djibouti, un dialogue de haut niveau consacré au suivi de l'évaluation des politiques publiques relatives aux violences basées sur le genre et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Cette importante rencontre s'est déroulée sous la présidence du président de la Commission des droits de l'homme, Alice Obenea-Ateye, qui a réuni les parlementaires, dont des députés, Mohamed Mustafa Daher, des membres du CNDH, la représentante de l'Union européenne, ainsi que des représentants des institutions publiques, des départements ministériels concernés, partenaires engagés dans la promotion de la protection des droits humains. Des politiques publiques en matière de lutte aux violences basées sur les genres et aussi d'inclusion des personnes en situation de handicap. En effet, la République de Djibouti a pris des engagements internationaux en ce sens dans le cadre d'examens périodiques universels et des instruments internationaux des droits humains. Comme vous savez déjà, Djibouti a accepté 259 recommandations de l'EPU. Des recommandations clés et répétées concernent la lutte contre la violence basée sur les genres et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce dialogue multipartite est essentiel pour faire le suivi de la mise en œuvre effective de ces engagements avec un horizon clair et le prochain exercice de l'EPU de 2028, pendant lequel la République de Djibouti fera le bilan de l'application des recommandations retenues et acceptées. Renforcer la protection des droits humains, lutter contre toute forme de discrimination et promouvoir une société plus inclusive, équitable, respectueuse de la dignité humaine. Écoutons le vice-président. Ce dialogue qui s'est inscrit dans le prolongement des engagements pris par la République de Djibouti dans le cadre des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme, notamment à travers les examens périodiques universels des Nations Unies. Il témoigne de notre volonté collective de renforcer la mise en œuvre effective de recommandations acceptées par notre pays et de traduire nos engagements et résultats concrets par les populations concernées. La lutte contre la violence basée sur le genre et la promotion des droits des personnes en situation de handicap constituent aujourd'hui des priorités majeures de l'agenda national des droits humains. Au-delà des textes et des politiques adoptées, la véritable mesure de notre engagement réside dans l'impact réel de ces politiques sur la vie des femmes, des filles, des hommes, des garçons et surtout des personnes vivant avec un handicap. Les violences basées sur le genre continuent d'affecter la dignité, la sécurité et les droits fondamentaux de nombreuses personnes. Les obstacles à l'accès à la justice, aux services de protection et aux mécanismes de réparation demeure encore une réalité pour de nombreuses victimes. Malgré les avancées enregistrées dans le domaine de l'handicap, les personnes en situation de handicap continuent de faire face à des barrières qui limitent leur pleine participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle de notre pays. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, ce dialogue s'est inscrit pleinement dans son mandat de promotion, de protection et de suivi des droits humains, conformément aux principes de Paris qui régissent les institutions nationales des droits de l'homme. Et de là, nous parlerons de la Coupe du Monde qui s'organise au Mexique. La Coupe du Monde 2026 qui s'ouvrira à Azteca avec une cérémonie grandiose avant le match Mexique-Afrique du Sud. Le regard des amateurs de football du monde entier sera tourné ce jeudi vers le mythique stade Azteca du Mexique où sera donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde de cette année 2026 avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire sans précédent avec le match inaugural entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Selon le programme officiel, les portes du stade s'ouvriront au public à 18h heure de mexicain. La cérémonie d'ouverture débutera à 20h30 et se poursuivra jusqu'à 21h05. Avant les échauffements des deux équipes, le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 22h pétantes.
La cérémonie qui sera marquée par la participation de plusieurs stars internationales de la musique, avec en tête la chanteuse colombienne Shakira et l'artiste nigérien Burna Boy, qui interpréteront Day Day, la chanson officielle de la Coupe du Monde de cette année 2026. De nombreux autres artistes d'Amérique latine et d'ailleurs prendront également part au spectacle, notamment Alejandro Fernandez, Belinda, Joe Bavin, Danny Océan et bien d'autres artistes pour l'ouverture de la Coupe du Monde au Mexique. Ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Visiter sur Téléjoute avec le journal de l'information. Je n'oublie pas de remercier l'équipe de Choc.